type boolean, true, not false, or false, not true. Donc, déjà, si je pars au mode interactif, j'écris true, j'ai vrai, d'accord, je fais false, ok, ça m'en fiche. Si je fais maintenant, parce que il y a, quand j'écris not false, c'est pour inverser juste cette valeur, d'accord, aussi simplement, ça met true. Pareil pour not true. Dans le note, en fait, devant ce type de valeur, c'est à l'inverse juste. Et ce sont aussi des mots réservés au langage Python. Vous ne pouvez pas les utiliser comme nom de variable. Okay. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser ce opérateur de comparaison. J'ai eu à beaucoup parler de ça. Donc, si je dis 3 égale à 4, par exemple, elle me dit c'est faux. Si je dis 4 égale à 4, c'est vrai. Si je dis 4 supérieur à 3, c'est vrai. D'accord. Si je dis not 4 supérieur à 3, ça met false. Parce que 4 est d'abord supérieur, donc c'est true. C'est inverse. Donc le not permet d'inverser. Voilà ça qu'il dit ici. We can use not behind to reverse result. This is used if or while statement. Donc, les instructions while et if là, on utilise ces opérateurs de comparaison qui vont nous renvoyer dans un true ou un false. Et maintenant, prendre la décision d'exécuter tel bloc de code ou non, voilà, en fonction de cette condition ou de ces conditions. Bon, maintenant, sous-programmer dans Python, qu'est-ce qu'il faut d'abord? On a besoin d'un texte, un éditeur de texte comme tout langage, bien sûr. Donc, un éditeur de texte simple qui ne modifie pas le texte parce qu'on veut le texte pur, et un interpréteur, un interpréteur Python. Donc l'interpréteur, c'est quand j'utilise la commande Python tree, c'est ça l'interpréteur, d'accord. Et quand vous faites Python tree simplement sans rien mettre après, vous avez l'interactive mode comme ça, d'accord. Donc l'interpréteur Python, c'est ça qui vous permet de tester votre code que vous avez écrit sous forme textuelle là, d'accord. Il prend cette forme textuelle, il le convertit en un langage que la machine comprend, qui est le langage binaire, donc les 0 et les 1 uniquement. Et c'est ça que l'ordinateur utilise et vous renvoie le résultat après sur votre écran, d'accord, ou ailleurs, d'accord. Surtout au périphérique de sortie, mais généralement c'est l'écran. Donc ici là j'ai mis par exemple Vim, Emacs et Raw Editors. Donc ce sont des éditeurs de texte. Ça c'est inclus dans le terminal Linux. Emacs je sais pas, je crois que c'est sur Mac si je me trompe pas. C'est si je sais pas. They are very basics in the look as the interface display text. D'accord. Là je suis présentement sur texte. Je crois que c'est Text Editor, voilà, ça vient avec Linux, d'accord. J'ai aussi Vim, d'accord. Donc actuellement sur Text Editor, ça me permet de à la fois de coder si je veux coder, d'accord. Je peux coder ici et je peux faire un simple document texte là. Et on dit PyCharm et Visual Studio Code enfin pour ce sont les éditeurs de texte embarqué, enfin qui regroupe à la fois un éditeur de, comment je veux dire, c'est un logiciel qui regroupe un éditeur de texte embarqué à l'intérieur dans son interface graphique avec beaucoup d'autres fonctionnalités qui aident à coder. Donc PyCharm est encore plus spécifique et encore plus spécialisé pour coder en Python, d'accord. Et leur éditeur de texte qui est inclus ne fait pas de modification de texte, d'accord. Même si vous allez voir parfois le texte, vous allez voir ça affiche ça en italique. Mais ce ne sont pas des modifications, je sais pas comment je vais dire, ça n'ajoute pas un... Ce ne sont pas des modifications qui rajoutent du code sur le texte. Enfin bref. Nous avons maintenant ce qu'il ne faut pas utiliser, Microsoft Word, LibreOffice et Google Docs. D'accord. On dit de ne pas les utiliser pour programmer, pour coder, parce que ça va modifier le texte. Ce que vous allez avoir, ça ne sera pas du texte brut.
Operation, set operation, and start by. Maintenant, pour faire les commentaires, on utilise le hashtag, d'accord. Le commentaire, on dit que ça doit décrire vraiment ce que la ligne de code ou les lignes de code font, d'accord. Généralement, on donne la description d'un ensemble de lignes de code, d'accord, pour dire que toutes ces lignes d'ici à ici, ça doit faire telle chose. Parfois, ça peut même être une ligne de code. Si elle est très longue, c'est parfois compliqué à savoir ce que la ligne va exactement faire. Donc, par exemple, j'avais le cas de X, Y, voilà, X, Y et Z, d'accord, que j'avais mis 2, 3 et 5. Là, on sait que ça, ce sont des coordonnées, d'accord, des coordonnées tridimensionnelles. Donc, je peux mettre comme commentaire ici dimensional coordinates. Ça, les coordonnées tridimensionnelles, d'accord. Maintenant, je pouvais aussi écrire d'une autre façon. Par exemple, quand c'est plusieurs lignes de code qui veulent dire, enfin, qui ont une signification, qui sont liées, je pouvais faire comme ça. D'accord. Par exemple, bon, c'est un exemple, ça peut être des choses plus complexes, d'accord. Comme ça. Maintenant, je mets le commentaire en haut parce que ça donne la description de tout ce qui va suivre. Ok. Et puis, on met généralement un espace et puis on a autre chose ici, un autre commentaire éventuellement pour expliquer un autre bout de code, d'accord. Donc, mais c'est pas obligé de mettre les commentaires partout, n'importe où. Mais le plus possible, quand c'est vraiment nécessaire. Sequence, bon là c'est une petite séquence. Donc vous voyez qu'ils ont mélangé ils ont mélangé ce que j'ai appelé sequential composition, d'accord. Et que sur une même ligne il y a plusieurs instructions, on sépare par les points, virgules comme ça, ici, voilà. Et en même temps ils ont mélangé avec l'écriture normale, c'est-à-dire que avec le retour à la ligne, d'accord. Ça c'est une façon de faire aussi. Flowchart, ok, flowchart c'est juste l'organigramme de l'algorithme. J'ai eu à beaucoup parler de ça. J'ai une image, je crois, ici. Par exemple, un algorithme. D'accord. De manière simple. Voilà, par exemple, ceci. On a un début. On a ces carrés. Les rectangles sont les instructions. D'accord. Ici, ça c'est l'affichage. Si j'ai bonne mémoire. C'est quand c'est pour afficher la variable. Maintenant, on a aussi le test ici. C'est-à-dire qu'on veut tester, voir si une condition est vérifiée, si c'est vrai on peut exécuter quelque chose, si c'est faux on exécute autre chose, d'accord. Et puis généralement à la fin on a end, d'accord, c'est ce qu'on appelle ici. À la fin généralement on atteint ce bloc de end, d'accord, dans cette forme là. Iteration, donc des for, d'accord. Le mot clé for c'est pour introduire une boucle, c'est-à-dire que for, on dit pour telle valeur à telle valeur, fait cet ensemble de choses, d'accord. Et tout bloc qui introduit un ensemble d'instructions doit avoir 2 points, quelque chose que j'ai oublié ici. Ça doit avoir 2 points et ces instructions là doivent avoir un espace comme ça qu'on appelle l'indentation, indentation, d'accord. Ça se fait avec tab, avec la clé tabulation, ça met un certain nombre d'espaces. Ça peut être 4, ça peut être 2 en fonction de votre éditeur, d'accord. Vous pouvez aussi le modifier dans votre éditeur. Vous pouvez dire que c'est 8 pour mettre plus d'espace, d'accord, ça dépend de vous. Mais ça permet en fait, non seulement c'est visuel, vous voyez que avec le décalage, ceci est inclus dans ce qui est en haut, son parent, d'accord, qui est le for aussi. Et en fait, Python a besoin de ça, parce que si vous ne faites pas ça, si je laisse par exemple comme ça, ça veut dire que le for aussi n'a rien à l'intérieur et on commence des instructions qui ne sont pas dans le for en fait, des instructions globales, si je peux dire comme ça, voilà, qui sont inclus dans aucun bloc de code. Donc, on prend un exemple concret, je peux dire for a in range, on dit va de 0 à 4. Et maintenant, petite précision, je crois qu'il est dit ici, le range là, c'est un tableau
qui part du premier à la dernière valeur. C'est pour ça que vous avez vu dans la syntaxe, j'ai mis first integer et last integer. Le premier paramètre, c'est le premier entier, le premier nombre, et là c'est le dernier nombre, d'accord. Et donc j'ai expliqué ici que first est inclus, ça veut dire qu'on inclut ce nombre, et ça c'est exclu. Ça veut dire que si je mets 0, si je mets comme j'ai mis ici 0 et 4, 4 est exclu, d'accord. Ça veut dire que ça va, la boucle va se répéter seulement 4 fois. 0 pour la valeur 0, pour la valeur 1, pour la valeur 2, et pour la valeur 3. Donc on va tester un petit truc. Et pour la variable, c'est comme un curseur, d'accord. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, on peut appeler ça var par exemple, d'accord, mais on va laisser i. C'est comme un curseur, c'est ça qui permet de parcourir le tableau, c'est notre range. En fait, range est une fonction, d'accord, qui vous crée un tableau de valeurs 0 à 4. Maintenant, i va donc prendre chaque valeur dans le tableau. Il va prendre 0, ça va prendre 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste afficher un hello, d'accord, un message hello. Et on va aussi afficher la variable i qui est le compteur. C'est-à-dire que vous allez voir hello 1, hello 2, hello 3. Hello 0 d'abord, 1, 2, 3, d'accord. Si je viens ici, ok, je devais d'abord fermer ça. Là, je devais fermer ceci. Bon, on n'a plus besoin de... On va écrire maintenant dans l'éditeur de texte. Je vais fermer cet éditeur. Voilà. On va se mettre à exécuter ici. Alors, hello 0, hello 1, hello 2, hello 3. D'accord. Ça, ce sont les i là. On a i égale à 0, i égale à 1, i égale à 2, i égale à 3. D'accord. Et il n'y a pas 4 parce que j'ai dit la dernière valeur est exclue. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Quand vous utilisez range. Donc, pour réexpliquer, i est comme le curseur qui va prendre chaque valeur dans le tableau. Range, en fait, c'est une fonction, d'accord, qui crée un tableau qui va de 0 à 4, sachant que 4 est exclu. D'accord. Et les instructions qui sont à l'intérieur, il pouvait y avoir plusieurs instructions. Il pouvait y avoir plusieurs instructions ici. Ça devait exécuter tout ça 4 fois. Parce qu'on parle de 0 à 4, 4 était exclu. Bon, pour le moment, je crois que c'est suffisant comme ça. Input. Donc, input, c'est pour récupérer une donnée depuis l'utilisateur. Donc, on attend que l'utilisateur ait quelque chose et il valide. D'accord. On peut faire un test simple. D'accord. On peut modifier cette boucle for. Donc, je déclare une variable, j'appelle ça number. Et dit input. Donc, j'attends un input de l'utilisateur. Maintenant, le petit hic avec input, c'est que bon, dans input, déjà, on peut dire un message. On peut dire enter evalue, d'accord. Point 2 point espace pour présenter. Maintenant, vous allez voir le petit problème qui est avec. Donc, on va aller plutôt de 0 à number, donc ce que l'utilisateur a choisi. Parce que le input va nous retourner une valeur et on va stocker dans number. Donc, on va voir ça. J'entre. Ça me dit erreur string object cannot be interpreted as an integer. Donc, les variables de type string ne peuvent pas être interprétées comme des entiers. Pourquoi ça dit ça? Parce que quand j'entre 3 là, ça ne considère pas ça comme un entier. Ça considère ça comme une chaîne de caractères. Parce que tout ce qu'on entre dans le terminal ici, en fait, est considéré comme une chaîne de caractères. Que ça soit un nombre, que ça soit A, B, C, point, tout ce que vous connaissez. Même les nombres sont des caractères. D'accord. Si vous avez suivi l'ancienne playlist, la dernière playlist, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre la nuance entre un nombre qui est considéré comme un caractère et un nombre qui est vraiment un entier ou un float. D'accord. C'est deux choses différentes. Et donc, c'est cette fonction range. Pour créer un tableau, il a besoin uniquement des entiers. Or, number ici que j'ai récupéré là, que l'utilisateur a entré, lui, on l'a récupéré en tant que string, d'accord, en tant que chaîne de caractères. Donc, il faut donc convertir ça. Donc, pour convertir, on utilise int, la fonction int que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, int
Donc, entre parenthèses, donc, je vais mettre maintenant ma fonction input, d'accord? Parce que input là me renvoie un caractère. Et dans ce caractère, maintenant, il est converti en int. Donc, généralement, vous allez voir qu'on va utiliser des fonctions dans des fonctions dans des fonctions. C'est quelque chose qui se fait généralement. Il faut comprendre juste que quand une fonction est dans une fonction, ça veut dire qu'il va retenir d'abord une valeur, d'accord? Il va retenir une valeur dont la fonction mère a besoin. Et puis la fonction mère maintenant va exploiter cette valeur pour retourner aussi elle-même une nouvelle valeur, d'accord? Donc, la fonction input, ce que ça fait, c'est que ça attend que l'utilisateur entre quelque chose. Donc, ça renvoie maintenant ce que l'utilisateur a entré. Sauf que ça renvoie un type caractère. Maintenant, la fonction mère, c'est int. On a vu tout à l'heure, c'est pour convertir quelque chose, c'est une donnée en entier. Donc, on peut aussi convertir un string en entier. Ça se fait. D'accord? Donc, on convertit en entier. Et maintenant, le nombre ici n'aura plus de problème. J'ai entre 4. D'accord? Ça va de 0 à 3. Donc, 4 fois. D'accord? Si je mets 3, ça va de 0 à 2. D'accord? Donc, ça fait la boucle 3 fois. Imaginons maintenant j'entre 3 A. Là, c'est plus. C'est un caractère, d'accord? Parce que j'ai inclus A dedans. Donc, voilà, ça crée un problème parce que invalid12 for int with base 10. D'accord? Donc, grosso modo, ça ne peut pas convertir des caractères qui ne sont pas uniquement, qui ne sont pas composés uniquement de chiffres, d'accord? Qui ne sont pas composés uniquement de chiffres. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Si je mets 3,3, d'accord, ça cause toujours une erreur parce que si vous voulez convertir un caractère, une chaîne de caractères en nombre, il faut que il y ait uniquement des nombres, d'accord? Il y ait uniquement des nombres, des chiffres dans cette chaîne de caractères là. S'il y a autre chose ici là, ça ne voit pas le point, c'est comme si c'était 3.3. Non, ça voit ça comme si c'était un caractère en lui-même. Donc c'est une petite nuance qu'il faut faire gaffe. Il y a une manière de gérer ça, on va pas rentrer dans ça, d'accord, vu que on va parler de Python de manière assez large, on va pas rentrer dans trop les détails. Strings, d'accord, les strings, on peut mettre simple code comme double code, ça ne dérange pas, d'accord, mais conventionnellement on utilise cette notation avec simple code. Donc, code comme ça et le texte est au milieu, d'accord. Il y a beaucoup de formatage de strings, d'accord. Il y a aussi interpolated strings ou f-strings. Donc, c'est la troisième façon dont je vais parler pour concaténer les données, d'accord. Par exemple, ici on a f. Maintenant, en fait, la syntaxe c'est quoi? C'est qu'on met f et puis on met le texte qui suit après, d'accord. On a le texte isDepy value. Maintenant, la particularité dans le formatage, c'est qu'on peut injecter une variable grâce à l'aide des accolades. D'accord, l'accolade au van que vous voyez là. À l'intérieur, vous pouvez mettre une variable. D'accord, ça veut dire que dans le texte, ça injecte la variable là, la valeur de la variable là directement. C'est différent de ce qu'on avait eu à faire avec données, virgule, prochaine donnée, virgule, prochaine donnée. Et on avait aussi données plus, autre donnée, plus donnée. Ça, c'était des concaténations. D'accord, ici, c'est le formatage, d'accord. Et on peut aussi considérer ça comme une forme de concaténation. Donc, on va faire d'abord, pour commencer, un petit exemple simple. Donc, je peux déclarer variable number. Je dis que ça prend donc age, d'accord, 3 bon, toujours 20. Je fais maintenant mon print. Donc la syntaxe c'est f suivi de des guillemets pour le texte, d'accord, bien des codes simples comme ça. Maintenant à l'intérieur, dans le texte, vous écrivez votre texte normalement. Je vais dire ok, I am, d'accord. Maintenant si je veux, comme je vais mettre l'âge qui est 20 là, I am 20 years old. Pour inclure ça, j'utilise les accolades, d'accord. Et dans l'accolade, je mets le nom de la variable, aussi simplement comme ça. Et je dois fermer pour le print, ok. Donc
Vous voyez que ça donne bien I am 20, 20. Donc, maintenant, à la suite, je peux toujours mettre notre texte facilement. Yes, old. D'accord, point. Vous voyez que c'est un peu plus simple que l'autre. Bon, d'un certain point de vue, c'est plus simple parce que ne nous souciez pas s'il y a l'espace, s'il n'y a pas d'espace qu'il faut mettre ici. Tout ça, c'est du texte, d'accord. Dès que vous avez mis F, tout ça, c'est le texte, d'accord. Tout ça, c'est le texte. Maintenant, à chaque fois que vous voulez injecter une variable dans ce texte, une variable qui existe déjà, vous utilisez la syntaxe avec l'accolade et c'est bon. Maintenant, il y a aussi le formatage proprement dit, c'est-à-dire quand vous voulez, ça se fait généralement avec les floats, c'est-à-dire que vous voulez préciser l'espace que la variable va utiliser dans le texte et préciser peut-être le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, là, je vais mettre plusieurs trucs comme ça après la virgule. Donc pour faire ça, c'est quoi? Déjà, l'espace ici, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord, on a un espace. La variable C va occuper 10 espaces dans notre texte. D'accord. Donc je vais faire un truc un peu plus court, hein, parce que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 espaces. Je vais dire, mets-moi ça plutôt sur 8 espaces. Donc pour faire ça, tu mets d'abord 2 points juste après le nom de la variable. Tu mets 8, parce que tu veux un espace de 8, ça tient sur 8. Si vous mettez un espace qui est inférieur à l'espace normalement requis par la valeur, ça va juste ajouter, donc ça va pas tenir compte, d'accord. Ça va juste mettre l'espace qu'il faut pour mettre tout, d'accord. Maintenant, d'abord on va s'arrêter à ça, espace de 8. Vous allez voir qu'il y a un espace ici là qui s'ajoute, d'accord. Il y a d'abord l'espace de après am. Maintenant il y a, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait un espace de 8. Donc ça ajoute, il y a un espace en plus ici. Donc on a dit qu'on veut que notre donnée tienne sur 8 espaces obligatoirement, d'accord. Il y a une façon de faire que les espaces utilisés là dans le formatage ci soient remplacés peut-être par une étoile ou par un point ou par ce que vous voulez. Bon, on va pas s'attarder sur ça. Maintenant, vous pouvez spécifier le nombre de chiffres après la virgule. On peut dire un chiffre après la virgule, d'accord. Bon, là ça m'a mis 2, ça m'a mis à forme exposant. Maintenant, on peut aussi ajouter F pour dire en float. Parce que ce que ça m'a affiché là, c'est en forme notation scientifique. En forme... comment on dit? Parce que dans le formatage, on a plusieurs façons de représenter, d'écrire une donnée. D'accord? On a en forme float, on a en forme integer. Donc, en forme décimale, je peux mettre D. Si j'ai en décimale. No formal code D for object of type float. Ah, parce que c'est un type float. Bon, et tout ça aussi doit suivre. Hein. Donc si c'est pas un type integer, ça va. Ah oui, precision is not. Bon, enfin bref, il y a plusieurs manipulations. On va revenir sur ça dans le C. Encore là, c'est correct. Mais ce que je voulais montrer, c'était on met d'abord l'espace qu'on veut, d'accord. On met le nombre de chiffres après la virgule, comme c'est un float. On peut dire un chiffre après la virgule et on précise en float pour que ça ne met pas la notation scientifique avec 10 exposants qu'on a eu tout à l'heure. D'accord. C'était à quel niveau? C'était ici. Ça c'est pour dire 10 exposants 1, d'accord. Donc 10 exposants, ça va, c'est 20, d'accord. Ce que je veux, c'est plutôt vous montrer ça. Voilà, vous allez voir ici, il y a combien d'espaces? On va vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 d'espace, d'accord. Maintenant, l'autre espace, c'est l'espace qui avait été prévu, que j'ai mis moi-même dans le texte, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 8, d'accord. Vous voyez qu'il manque un espace, c'est l'espace du texte, d'accord. Tout cet espace-ci, c'est l'espace que j'ai prédéfini, j'ai forcé avec 8 ici. Maintenant, il dit un chiffre après la virgule. Je peux dire deux chiffres, ça va toujours rester sur 8. D'accord, ça va toujours rester sur 8. Et si je dis, si le nombre dépasse, comme je dit tout à l'heure, vous allez voir que ça force tout simplement. Ah oui, j'ai mis des chiffres pour la virgule. Alors, je vais retirer ça. D'accord. Vous voyez, ça va forcer tout simplement. Là, je crois que ça dépasse 8, si je ne me trompe pas. 1, 2, 4, 3, 4. Ah non, ça n'a pas tout représenté. Ah oui, j'ai forcé sur 8. Bon, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment, comme je disais. Hein, ça force vraiment le 8 là. Ça veut dire que l'espace, ce qui vient après, ça ne considère pas ça. Donc là, ça s'arrête à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça s'arrête à 3, 4. Attends, sauvegarde. 4, 4. Voilà, ça. 4, 4. 3, 4. Ouais, ça s'arrête ici, à ce niveau. Enfin, bref. C'est pas vraiment important en Python, hein, parce que vous aurez beaucoup à programmer dans les interfaces graphiques et pas dans la console. Je crois pas que ça sera vraiment utile. Donc on va passer à if, alternative de if, dans le mot-clé if. Je vais pas perdre le temps sur ça, j'ai beaucoup parlé de ça dans la playlist précédente. Les conditions, vous avez if, else, if. Lorsque vous avez un else et vous avez un if dans le else, au lieu de faire ça, vous pouvez faire else if directement et avant d'avoir le else final, d'accord. Le while, dans tant qu'une condition est respectée, faites des instructions là, statements. Le break aussi, j'ai parlé de ça. Le break, c'est pour sortir d'une boucle, d'accord, et que vous précisez, vous définissez une condition précise pour laquelle, si c'est respecté, déjà on sort de la boucle, d'accord. Peu importe si la condition est respectée ou pas, d'accord. Le break, ça force la sortie. Donc ça fonctionne aussi pour la boucle for, bien sûr. La continuation, ok, le mot-clé continue, c'est avec eux, attention. Continue aussi, c'est pour passer à l'étape suivante. Donc, je ne sais pas si je peux revenir ici, à la boucle qu'on avait au début. On avait une boucle comme ça, simple. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dire if la variable il est égal. Attention à l'égalité, que comparaison d'égalité c'est double égal, mais assignation, quand vous mettez une valeur dans une variable, c'est simple égal, d'accord. On fait attention. Si i est égal à, je peux dire 2, donc on va sauter l'étape où c'est égal à 2, d'accord. Si c'est égal à 2, je fais continue. Donc ça va aller à l'étape suivante, ça ne va pas faire hello 2, d'accord. Voilà, vous voyez 1, 0, 1, ça va sauter 2, ça va à 3. Donc ça permet de sauter une étape de la boucle. Et là les functions and recursions. Donc déjà les fonctions, la fonction c'est défini comment en Python. On met def, nom de la fonction, parenthèse. Dans les parenthèses on peut avoir des paramètres. Et on a les instructions, sans oublier l'indentations ici. Parce que la déclaration d'une fonction comme le for, le while, le if, ça introduit un bloc d'instructions qui est dans son, comment dire, qui lui est propre en fait, qui est dans, ce sont les instructions qu'on exécute quand la fonction est appelée, d'accord. Donc toutes les instructions là doivent être doivent avoir une indentation comme ça, des espaces là. On prend un simple exemple pour une définition de fonction. On peut dire une fonction qui calcule le cube d'un nombre. Donc ça prend un paramètre number. Et la différence avec d'autres langages, c'est que les paramètres ici on n'a pas besoin de préciser le type. D'accord. Vous pouvez mettre un paramètre comme ça, simplement le nom, 2 points.
ça va, vous mettez peu importe le type ici, ça va toujours prendre, d'accord. Maintenant, si vous voulez juste un type spécifique, vous allez être obligé de faire un if pour vérifier si c'est un bon type et tout, etc. D'accord. Ou bien il y a d'autres moyens de le faire. Donc, le cube, c'est, je fais juste nombre fois nombre fois nombre. D'accord. Maintenant, la fonction a ce qu'on appelle un retour de valeur. On retourne une valeur. Donc, ça retourne au système. J'ai eu à expliquer, mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ça. J'ai eu à expliquer dans l'autre playlist. Donc, on retourne la valeur et on peut maintenant décider de l'afficher. Donc, on fait l'affichage en appelant donc la fonction avec 2 par exemple. C'est un 2, le cube de 2. D'accord, c'est 8. Donc, c'est un peu ça la fonction. Donc, le rôle des fonctions, comme j'ai eu à expliquer, c'est de permettre que un bout de code, d'accord, qu'on va utiliser plusieurs fois dans notre projet, qu'on n'ait pas à le réécrire tout le temps, d'accord. On peut avoir un certain nombre d'opérations que plus tard on va encore réécrire la même chose, vous voyez, plusieurs fois. Au lieu de faire ça, c'est un peu comme j'ai plusieurs lignes comme ça, d'accord. Et maintenant, plusieurs fois dans différents endroits de mon code, et que ici j'ai d'abord autre chose, d'accord, j'ai autre chose comme ça, et puis je vais encore venir réécrire tout ce que j'avais ici en haut, tout ça, c'est ça que j'ai juste collé ici, d'accord. Au lieu d'avoir ça, je crée une fonction, d'accord. Je vais dire que je crée une fonction, d'accord, j'appelle ça myFunc, d'accord, qui prend peut-être des paramètres, je sais pas, et puis avec l'indentation bien sûr. Donc au lieu de réécrire tout ça plusieurs fois, j'ai ma fonction que j'appelle, d'accord, en écrivant ma fonction qui est le nom de la fonction comme ça, et c'est tout, d'accord. Et je peux l'appeler autant de fois que je veux, d'accord. Ça m'évite d'avoir un code trop lourd, et aussi ça me permet de gagner en espace aussi, d'accord. C'est ça le rôle de la fonction. C'est comme ça se passe en Python pour déclarer. Maintenant, on a aussi la récursion. Et pour la récursion, j'ai pris directement un cas pratique, le factoriel d'un nombre, d'accord. Le factoriel d'un nombre, ici, on a loop contre recursion, factorial function. Donc, on regarde quand on utilise, quand on fait le factoriel d'un nombre avec, par la méthode de la boucle. Comment ça se passe? Donc, rapidement, je vais essayer d'expliquer. Hein. Déjà ici je vais faire une petite modif, je mets n comme paramètre, et ici on n'a pas besoin de ça parce que là c'est on veut définir une fonction. Moi je mets n, partout il y a un nombre, je dois mettre n. Voilà. Donc ici c'est quoi? Le factoriel d'un nombre, c'est un nombre fois, si je veux le factoriel de 3, ça veut dire que je fais 1 fois 2 fois 3, d'accord. Ça veut dire que on a des nombres qu'on veut parcourir. Donc là on peut utiliser une boucle for, d'accord, une boucle, d'accord, ou bien while si on veut. Donc ce qui se passe c'est que le factoriel déjà on sait que le factoriel de 0 et de 1 ça donne toujours 1. Donc en premier lieu on a d'abord un if, d'accord, qui permet de faire en sorte que on n'ait pas de nombre négatif, d'accord. Donc si n est là, si n donc le nombre qu'on veut calculer ce factoriel est inférieur à 0, on affiche un message, please enter the positive or null number, donc 0 ou un nombre supérieur. On initialise le résultat parce qu'on sait que le résultat d'office ça peut être 1, d'accord. Si c'est 0 ou 1, c'est pour ça que j'ai mis ça sur un commentaire. Quand on a dit ça sur un commentaire, ça commence par hashtag. On dit initialize the result factorial of 0 is 1. Donc c'est 0. Je vais mettre 0 or 1, d'accord. Is 1, d'accord. Bon, vu que le cas de 1 est aussi inclus dans la boucle for, on peut se passer de spécifier ça.
Maintenant, le vrai cœur de la fonction, c'est quoi? C'est ici. Le calcul du factoriel se fait comment? Ça veut dire, on doit faire la valeur. On a d'abord un tableau de nombres. Donc, si le n c'est 3, ça veut dire qu'on va aller de 1 à 3 plus 1. Parce que on a précisé tout à l'heure que le range ici s'arrête à la valeur. La valeur finale, en fait, est exclue. C'est pour ça qu'on fait plus 1. Parce qu'on veut que n soit inclus dans notre calcul. Vu que le factoriel de 3, par exemple, c'est 1 fois 2 fois 3. Donc, le 3 est là inclus. D'accord? Donc, si on a 3, par exemple, le factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Donc, sachant qu'on a un résultat qui est déjà 1 d'office, maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on fait 1 fois 1 d'abord, ça donne toujours 1, d'accord? Ensuite, on passe à la prochaine valeur, ça sera 1, le résultat. Donc, quand on fait comme ça, fois égale i, ça veut dire que c'est encore égal à égal résultat fois i, d'accord? La syntaxe, c'est le raccourci. Ça veut dire on veut la valeur précédente qui était 1, on multiplie avec la valeur suivante qui est 2. Donc la valeur suivante, c'est i en fait. Ok, i prend la valeur suivante. D'accord, ainsi de suite. On aura maintenant 2 comme résultat. La valeur suivante, c'est 3. On va faire 2 fois 3 et on garde ça encore dans le résultat. Ça donne 6. D'accord. Et si c'était à 4 qu'on allait faire, ça va être 6 fois la valeur suivante qui est 4. 4 fois 6, 24. D'accord. Donc, quand on a atteint cette valeur finale là, donc on considère que le nôtre n c'est 4, ça veut dire que la valeur finale c'est 4. Donc, on aura la fin 6 fois 4, ça va 24. Donc, le résultat c'est 24. Et puis, on affiche juste avec le format que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Des factorial of, on injecte la variable n avec, grâce aux accolades, et on injecte la valeur is result. On injecte la valeur result qui sera 24. Donc, on va tester d'abord ça directement. On copie ça. Indentation inverse. Donc quand vous voulez faire l'indentation, j'ai dit c'est tabulation, c'est tab. Si vous voulez faire l'inverse, vous maintenez d'abord shift et vous appuyez tab pour entrer. Je crois que peut-être j'ai eu à parler de ça. C'est un truc utile. Donc on fait l'appel de la fonction. On veut faire le factoriel de 4 par exemple. Donc on passe en paramètre 4. Donc c'est ça qui va être stocké dans n, d'accord. Donc le processus de passage de paramètres par valeur. The factorial of 4 is 24. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant on va parler de la récursion parce que c'est de ça qu'il s'agissait en fait. Voilà. Je vais prendre d'abord un cas simple. Donc je vais définir une autre fonction ici que j'appelle. Je peux prendre un exemple. Je vais faire une boucle. J'appelle ça greeting, d'accord. Une fonction qui va juste dire hello, d'accord. Et vous allez voir que la récursion en fait c'est toujours la boucle. Ça permet de faire une boucle, d'accord. Mais la boucle est plus propre à utiliser, d'accord. Mais quand on va comparer pour les factoriels là, avec la récursion, vous allez voir. Donc on va utiliser greeting qui va aussi faire la récursion. Donc si on veut greeting qui va prendre n, en fait le nombre de fois de quand on veut afficher hello, d'accord. On va dire déjà dans la récursion il y a une règle, il faut donner la condition de fin. Parce que dans la récursion c'est quoi? Ça veut dire que la fonction, pendant que vous déclarez la fonction, il s'appelle lui-même. Comment je vais expliquer d'une manière simple? La fonction que vous voyez, c'est quand vous allez appeler la fonction va s'appeler elle-même, d'accord, avec le paramètre si n, peut-être moins 1, peut-être plus 1, d'accord. Il va s'appeler, et s'il n'y a pas une condition pour l'arrêter, il va s'appeler autant de fois et ça crée une boucle infinie, d'accord. Et c'est même pire que la boucle infinie parce que ça consomme beaucoup de mémoire et à un moment donné, il n'y a plus assez de mémoire, votre machine peut planter ou je sais pas, en tout cas. Par exemple dans ce langage ça peut, il y a une limite d'appel, c'est-à-dire que il y a une limite de récursion, il y a une limite de la façon, il y a une limite de l'auto, je sais pas si je peux dire auto-appellage, il y a une limite à l'appel par soi-même, d'accord. C'est pourquoi j'ai écrit ça ici.
Voilà, c'est environ 1000. Donc on va voir ça quand on va exécuter. Il y a une limite. Parce que si Python n'avait pas prévu cette limite, votre machine aurait planté parce que vous aurez oublié la condition. Donc, il pour dire que chaque fois que vous définissez une fonction qui va utiliser la récursion, il faut d'abord mettre une condition d'arrêt. Et ici, la condition d'arrêt, c'est n égale à 0, d'accord? Parce qu'en fait, on part en envers, vous voyez un peu. On part en envers parce que on va afficher peut-être, on va afficher hello 4 fois. Et que je vais appeler la fonction avec 4. Ce qui va se passer, c'est que je vais appeler la fonction, mais la fonction va s'appeler elle-même avec le 4 là, moins 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il va atteindre 0, ça veut dire qu'on aura atteint la fin. Donc quand vous faites même 4 moins 4, ça fait 0, d'accord? Dans la condition de fin, notre condition de fin, c'est n égale à 0. Donc, à n égale à 0, on fait return, simplement. Quand vous faites juste un return sans rien, c'est juste pour sortir de la fonction, d'accord? Ça veut dire que la fonction va arrêter de s'appeler elle-même quand il va voir ce return. Donc quand n sera égal à 0, on va faire return, la fonction va arrêter de s'appeler. Et puis on aura maintenant la récursion proprement dite, c'est-à-dire ça s'appelle elle-même avec n-1. Donc concrètement ce qui se passe c'est quoi? C'est que quand on a la fonction avec le n, éventuellement 4, donc je vais faire ça ici. On fait peut-être on fait un appel de fonction avec 4, d'accord? Ça serait égal à quoi? Ça serait égal à greeting. Ça s'appelle elle-même avec 3, d'accord? Donc n-1 qui est 3. Sauf que comme c'est un appel, il faut que ça calcule, il faut que ça donne un résultat, d'accord? Donc quand ça appelle maintenant greeting 3, d'ordre 3, on a greeting. Donc ça va entrer à l'intérieur. Quand ça entre à l'intérieur comme ça va revient encore ici à greeting n-1. Or notre n actuel c'est 3, d'accord? Donc on aura 2. Ainsi de suite, on aura maintenant le greeting de 2, puisqu'on entre dans greeting avec 2 maintenant. On aura greeting, ça va encore revenir toujours ici. Greeting n-1, on aura 1. D'accord? Et puis on aura greeting, quand on est dans greeting de 1, on aura greeting de 0 maintenant. D'accord? Maintenant, quand on appelle greeting avec 0, quand ça va entrer ici, ça va s'arrêter ici parce que le n est déjà égal à 0 et on fait return, on s'arrête ici. Donc, greeting de 0 égal à, il n'y a rien, vu que ça ne retourne rien. D'accord? On peut mettre non, ça ne retourne rien. Donc, le greeting de 0 a donné rien. D'accord? Ça veut dire qu'on remonte. Maintenant, ici, ce que je voulais, c'est que ça affiche juste un hello. Donc, là, c'est le code que vous allez mettre. Ça peut être plusieurs lignes de code, d'accord? Vous avez tout ça, le code. Donc, ça, c'est la structure générale. Donc, condition d'arrêt, d'accord? Ça peut retenir une valeur. Vous avez la récursion à elle-même. Ce qu'on appelle la récursion, c'est ça. Ça veut dire qu'on est dans la fonction comme ça. On appelle la fonction là elle-même, d'accord? Vous avez la condition d'arrêt, vous avez la récursion, d'accord? Généralement, il y a une formule qui vous permet d'avoir le type de, enfin, la récursion que vous devez faire ici, d'accord? La logique que vous voulez en fait va vous donner la récursion que vous allez avoir ici. Si c'est n-1, si c'est n-2, si c'est n-3, ça dépend de ce que vous voulez. Par exemple, si je mets n-2 ici, ça veut dire que je veux que ça affiche seulement 2 hello quand je fais un appel avec 4 comme ça. Enfin, bref, on va voir ça. Je fais print, je fais seulement hello comme ça. Donc on va exécuter. Donc ce qui se passe c'est que on a 4 étapes comme ça. Ça fait 4 étapes, d'accord? Parce que le 0 si ça ne compte pas, vu que quand on va entrer dans 0, on ne va pas atteindre le print C. Quand ça va voir, puisque n sera égal à 0, ça va faire return, donc on va sortir de la fonction. Donc on ne va pas atteindre le print. Donc on aura juste 4 étapes comme ça, d'accord? Donc on aura donc hello affiché 4 fois. Ah oui, ceci, ce que je vais faire, c'est que je mets en commentaire, vu que c'est pas
ce ne sont pas des syntaxes, j'ai pas respecté une syntaxe de Python particulière, d'accord. Je mets en commentaire d'abord. Et je dois faire l'appel de la fonction pour que ça affiche un résultat. Donc j'appelle avec 4, d'accord. Ça va afficher hello 4 fois. Voilà, vous voyez que ça affiche hello 4 fois. Donc ceci c'était le résultat de tout à l'heure en haut. D'accord. Donc ça c'était pour expliquer déjà ce que c'est que la récursion. On va maintenant revenir sur le cas du factoriel qu'on avait. Donc on avait fait le factoriel ici avec à l'aide d'une boucle, d'accord. On avait fait la récursion à l'aide d'une boucle for. Voici comment la récursion se faisait, d'accord. Maintenant avec la récursion, comment ça se passe? Donc je vais d'abord copier le code directement pour mieux expliquer de l'autre côté. Et j'efface l'explication, enfin j'efface cette fonction-ci. J'efface aussi l'appel ici une fois parce que je veux que les déclarations soient collées, d'accord. On recule. D'accord. Donc, ce qui est juste en bas là, ça ne nous concerne pas encore. Là, nous sommes juste à la définition de la fonction. Donc, vous allez voir que c'est plus simple à écrire. Il y a ça moins de lignes de code, d'accord. Si je peux afficher la ligne de code. Ici, on parle de 1 à 10, d'accord. Ici, on parle de... Non, c'est de 1 à 12. Ici, on parle de 14 à 21. Donc, ça va faire combien 15, 17, 18, 19, 20, 21. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 lignes, là-bas on a 12 lignes. Donc vous voyez que déjà c'est plus court ici. Visuellement même c'est plus court. D'accord, avec la récursion. Donc c'est ça l'avantage avec la récursion. Mais ça a aussi un contre-coup parce que c'est un peu délicat ici. Donc généralement on utilise généralement quand on veut faire une boucle, on utilise juste for, d'accord. Donc maintenant la récursion ici pour le factoriel, comment ça se passe? On a d'abord le cas basique est factoriel de 0 et 1, on a dit tout à l'heure c'est 1. Donc ça veut dire que vu qu'on va commencer, quand on va appeler la fonction, on l'appelle avec par exemple 4, d'accord. Le factoriel, comment ça va se passer? Il y a d'abord la première appel avec 4, ensuite avec 3, 2, 1. Quand on va arriver à 1, on va dire le résultat c'est 1, d'accord. Si c'est 0, ça veut dire que si au départ déjà il appelle la fonction avec email en 0 en paramètre, on aura toujours 1. Voilà, parce que les deux cas c'est ça. C'est pour ça que la condition d'arrêt ici c'est if n égale à 0 or n égale à 1. Normalement on devait aussi prévoir pour le cas des négatifs, mais on va laisser comme ça, d'accord. Maintenant s'il a entre un nombre qui est supérieur donc à 1, d'accord, on va faire la régression proprement dit. Donc je peux revenir ici pour expliquer ceci, d'accord. Déjà ici j'ai mis en commentaire quelque chose. N factoriel c'est n fois n moins 1 factoriel. Donc quand vous utilisez la récursion, d'accord, vous avez généralement une formule ou bien un modèle mathématique que vous allez utiliser. Dans notre cas on a une formule déjà. Et donc quand vous avez déjà votre condition d'arrêt, tout ce que vous avez à faire dans le S, le S même n'est pas vraiment utile, hein. On peut le supprimer mais on va le laisser. Après la condition d'arrêt, vous avez maintenant la formule. Vous voyez que ça c'est pas différent de la formule. Return number, donc ici c'est n plutôt que je dois mettre, c'est une petite erreur, d'accord. Return n fois recursive factorial of n minus 1. Donc ça c'est exactement la même formule de mathématiques qu'on a ici, d'accord. Donc généralement ça sera ça, vous avez la même formule, quand même quasi tout le temps ça sera ça. Si vous avez la formule, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur comment faire votre récursion ici. Maintenant pour la condition C, ça c'est une condition qui est un peu plus complexe. On peut y avoir des plus complexes. Généralement cette formule a des
en mathématiques, je sais plus trop comment on appelle ça. Ça a des limites. On va te dire que pour n égale à tel nombre, vous avez vous aurez tel résultat, d'accord. En mathématiques, quand on donne une formule, il y a souvent ça, d'accord. Quand il y a les intégrales, là, souvent les intégrales, ça va te dire que pour telle valeur, vous avez telle. Ça dépasse. Donc, souvent, ce sont les limites, d'accord. Ça vous donne les limites souvent. À partir de ces limites, donc, vous pouvez constituer cette condition. Donc, c'est assez simple à faire. Maintenant, ce qui peut souvent déranger, c'est ceci. Mais si vous avez déjà la formule, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous copiez assez bêtement cette formule, qui est n fois n-1. Notre n ici, c'est quoi? C'est le nombre qu'on veut faire le factoriel. C'est-à-dire que le nombre n, c'est qu'on a pris. Donc, j'écris simplement n fois récursif factoriel de n-1. Si c'était, si j'avais mis number au lieu de n, parce que faut pas vous figer que c'est juste n, d'accord. Donc, number ici. Ici aussi. D'accord. Donc, vous voyez la nuance. Parce que on dit n factoriel, le factoriel d'un nombre, c'est n fois le factoriel de n-1, d'accord. Donc, vous respectez juste la formule et ça va fonctionner, d'accord. La formule, c'est n, qui est, pour nous, c'est number fois récursif factoriel de number minus 1, d'accord. Mais je vais revenir à n parce que on va utiliser... je préfère utiliser n, d'accord. Donc n, c'est notre variable, à ne pas confondre. Ça ne sera pas tout le temps n, ça peut être autre chose, d'accord. Donc on a la condition d'arrêt et on a la formule qu'on veut utiliser pour notre récursion. Donc c'est la formule en fait qui calcule notre factoriel, d'accord. Maintenant, pour vous expliquer ça, je peux revenir ici. C'est le même principe qu'on avait tout à l'heure avec reaching, d'accord. Donc je vais effacer tout ça. Donc on a d'abord la première appel de la fonction qui est réussi. La fonction s'appelle récursif factoriel. Donc on l'appelle avec 4. Ça va donner quoi? Ça nous donne le n la fois ça me donne le n fois le ceci. Je vais copier fois récursif de n-1, d'accord. Donc n-1 c'est 3, d'accord. Maintenant ça c'est un appel de fonction aussi, ça veut dire qu'on peut aussi calculer. Donc c'est la même logique que tout à l'heure. Donc on va calculer pour 3, d'accord. C'est n fois cette fois factoriel de 2, parce que c'est n fois factoriel de n-1. Donc on calcule maintenant aussi pour 2. Ça va être pareil à, d'accord, pour 2. Ça sera n fois factoriel de 1. Donc n fois factoriel de n-1. Et on aura aussi, on va calculer, puisqu'on a entre aussi, on a appelé factoriel de 1. Donc on fait n fois 0. Enfin, au lieu d'écrire n ici, je vais écrire les nombres directement, d'accord. Donc ça c'est 4, ça c'est 3. J'ai 2. C'est 1, d'accord. Donc 1 moins le factoriel de 0, d'accord. Maintenant, on peut aussi dire factoriel de 0 parce qu'on sait que factoriel de 0 aussi c'est 1, d'accord. Vu que factoriel de 0 c'est 1, si on remplace ici par 1, en fait notre condition même déjà nous dit déjà que si c'est 0 ou 1, on a 1. Donc on n'a pas besoin de calculer ici, on a déjà une valeur qui est retournée qui est 1, d'accord. Dans les deux cas ci c'est la même valeur. Maintenant faut voir la récursion aussi comme une échelle, ou bien comme des escaliers qui partent dans un sens et puis qui retournent dans l'autre sens. Donc on est parti d'abord dans un sens de 4, et on a appelé avec 4, et puis il y a eu des appels qui s'appellent avec n-1, 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 on descend jusqu'à avoir la valeur qui nous retourne directement une valeur. Donc quand on appelle avec 1, d'accord, quand on appelle avec 1, ça pouvait être aussi 0. Si il appelle avec 0, directement c'est que le résultat est 1, ça retourne 1, et puis il n'y a pas d'appel de fonction encore, d'accord, ça retourne directement une valeur 1. Si c'est 1, ça retourne aussi une valeur directement 1, il n'y a pas de calcul à faire. Si c'est 2 maintenant par exemple, ça va sauter et venir là, d'accord. Dans notre cas c'est 4, d'accord, ça fait des appels, des appels, des appels. Quand ça arrive à l'appel de 1, le 1 là, on a dit que la condition c'est que quand c'est 1, ça retourne 1, d'accord.
Donc ça va retourner 1. Donc le calcul de factoriel de 1 c'est 1. D'accord. Maintenant, ce que ça fait, ça remonte sur les appels précédents. Ça revient ici, ça dit, ok, dans factoriel de 2 là, on avait factoriel de 2 qui était avant. Avant factoriel de 1, on avait factoriel de 2. C'était 2 fois factoriel de 1. Or, on a calculé 1 tout à l'heure. Et ça qui nous a retourné 1. Et puis, c'est égal à quoi? À 2. On remonte encore. On avait quoi? Factoriel de 3 qui était 3 fois factoriel de 2. Et factoriel de 2, on a calculé, ça nous a donné 2. Qui est égal à 6. On remonte. Maintenant, le factoriel qu'on veut vraiment calculer, c'est factoriel de 4 qui est 4 fois factoriel de 3. Et on a calculé, ça nous a donné 6 qui est 24. Et donc le factoriel de 4 là, ça donne 24. C'est ça que ça va retourner ici à la fin. Donc en réalité, quand on dit retourne n fois factoriel de n-1, c'est si on n'a pas besoin de savoir tout ce que ça fait. Voilà ce que ça fait dans la machine, d'accord? Ça fait tout ça et ça remonte jusqu'à nous donner le résultat 6. Parce que en fait ça va être donné 4 fois, comme on a dit, 4 fois factoriel de 3, d'accord? Le factoriel de 3, s'il va faire plusieurs appels, ça va remonter jusqu'à nous donner la valeur qu'on veut. Donc on aura 3 fois, on aura 4 fois 6, d'accord? Donc ce que ça va faire là comme appel à l'intérieur, ça ne nous regarde pas vraiment en fait, d'accord? Donc ça nous a fait 4 fois 6 et le 24 là, c'est ça que ça nous retourne comme valeur de la fonction en définitive, d'accord? Donc, ok, je vais faire aussi, je mets ça aussi en commentaire, d'accord? Pour que ça ne dérange pas. D'accord. Maintenant ici, ce que je fais, c'est que je vais appeler les deux fonctions côte à côte ici. D'accord, on a fini avec les définitions en haut. Maintenant, c'est pour ça que je mets un grand espace pour dire que ici on est maintenant dans le code global, d'accord, le code. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a d'abord un input, d'accord. Et maintenant j'ai appelé déjà récursive factorial ici, mais je vais appeler aussi factorial parce qu'on va comparer les deux si ça donne le même résultat à chaque fois, d'accord. Factorial, c'est plutôt input number et non number, d'accord. C'est comme ça que j'ai appelé ça. Okay. Le input number, c'est ça qui récupère ce que l'utilisateur va entrer. Ce qu'il veut calculer, il va entrer par exemple 4. Input number va récupérer 4. Maintenant, quand on appelle la fonction factorielle, on lui donne 4 pour dire que calcule-moi le factoriel de 4. Avec ce factoriel aussi, on lui donne aussi input number. D'accord, calcule-moi le factoriel de input number là, c'est 4. D'accord, donc c'est pour comparer les deux. Si ça veut la même chose, ça veut dire qu'il y a, c'est ok. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a aucun souci. Donc on va exécuter ça. Ça me dit, bon, déjà je vais arranger ici, je vais mettre 2 points espace comme ça pour que ça soit plus présentable. Voilà, c'est mieux comme ça. Je dis factoriel de 4. Bon, ça me dit non ici. Ah, ok. Ici, j'ai fait un affichage. Donc, je vais supprimer ça. Je mets juste un return. Parce que en bas, je fais déjà l'affichage de la fonction. Je fais un return du résultat juste comme ça. Voilà. Factoriel de 4. Voilà, ça me donne 24. Si je dis factoriel de 5, voilà, ça me donne 120. D'accord. Fait pour 3. Les deux donnent 120. D'accord. Pour 3, les deux donnent 6 dans sa fonction. Donc maintenant, vous voyez que en définitive, ceci en fait, la récursivité, c'est le fait d'appeler une fonction dans elle-même, de s'appeler elle-même. Généralement, c'est pour faire une boucle. Ok, d'accord. C'est toujours une manière de faire une boucle. D'accord. Parfois, c'est utile quand vous voulez modéliser certaines formules mathématiques. Comme ceci, ça c'est une formule mathématique. C'est pour ça que j'ai pris le cas du factoriel. C'est assez simple quand même par rapport à d'autres concepts. Et c'est assez pertinent à expliquer par rapport à la récursivité. D'accord. Donc il y a plusieurs formules mathématiques comme ça que vous pouvez tester. Je vous conseillerais d'aller tester avec d'autres formules mathématiques.
Bon, c'était tout pour la récursivité. Je sais que c'est assez compliqué, c'est pas facile. Vous ne pouvez pas facilement comprendre du premier cours, c'est assez exerçant. Il faut aller chercher des exercices pour tester, voir la récursivité. Il y aura, après le cours sur le C, il y aura une playlist d'exercices encore où vous allez pouvoir faire chaque exercice. Il y aura la playlist des corrections. D'accord. Avec la playlist des exercices, je vais vous présenter le cahier des charges, d'accord. Vous parler, expliquer brièvement, vous explique. Et puis, vous traitez l'exercice. Et puis, il y aura une autre playlist pour les solutions de tous les exercices là, d'accord. Mais ça ne sera pas pour maintenant. Mais déjà, vous pouvez, si vous êtes curieux, si vous voulez déjà aller voir des exercices par rapport à la récursivité, vous pouvez aller tester aussi d'autres choses pour comprendre surtout la récursivité, parce que c'est pas une notion peut-être forcément facile à comprendre, et il y aura plus d'explications par rapport à ça quand je vais aller sur le C. Avec le C, je vais expliquer plus en termes de mémoire, comment ça se passe dans la mémoire, d'accord. Bon, les paramètres, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les paramètres ont une portée locale dans la fonction, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que j'enlève la récursivité ici d'abord. Si je déclare, je vais supprimer tout ce qui est en bas. Je supprime tout ça. Si je déclare une variable ici dans la fonction ici, comme ça, une variable est égale à 10, et que je vais l'afficher hors de la fonction. Donc quand je suis hors, ça veut dire que ça n'a plus l'indentation là, ça n'a plus cet espace. Si je mets espace, ça veut dire que c'est toujours qu'on est dedans la fonction. Mais je décale, pour dire que nous sommes hors, d'accord. Et avec l'espace, c'est encore plus lisible. Donc maintenant on est hors de la fonction, je décide d'afficher age. Si j'exécute, voilà, ça me dit inconsistent use of tabs on space, ligne 4. Le if, c'est je crois que le problème c'est au niveau bon, je vais prendre un autre exemple, je vais supprimer tout ça. Une fonction calcul comme ça par exemple, j'ai défini une variable ici comme tout à l'heure, est égal à 10, et que je vais afficher age, d'accord. Parce que le message de tout à l'heure c'était pas, voilà, ça me dit name age is not defined, parce que cette variable est dans la fonction, d'accord. C'est une variable qu'on appelle une variable locale, d'accord. Maintenant les paramètres aussi sont locaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès à eux hors de la fonction. Donc si j'ai un paramètre ici, number, et que je dis que je vais afficher number ici, bon, je vais d'abord supprimer ça. Voilà, ça me dit number is not defined, parce que si je l'affiche ici, il n'y aura pas de problème. Il est dans vous voyez que je complète un peu le problème. Il est dans la fonction, d'accord. Number accessible dans la fonction, mais pas hors. C'est ça la portée locale, d'accord. Il y a aussi les variables globales. Le local va c'est un paramètre call.
Donc une fonction qui ne retourne aucune valeur, c'est une procédure. Donc j'ai eu à parler de ça. Vous pouvez aussi gérer les erreurs. Donc les erreurs qui bloquent le programme. Quand vous avez votre code, vous mettez juste toutes vos instructions dans le try. Et que vous avez try de point, vous avez les instructions, vous avez except. Donc à partir except, c'est quand dans le bloc try, il y a eu une erreur fatale qui doit normalement bloquer le code. Ça part dans except, d'accord. Ça fait autre chose. Comme ici là, par exemple, on avait dit que le input donne un type caractère, d'accord. Et que vous, si vous entrez, par exemple, un A, la conversion int, il ne peut pas faire, ça ne peut pas convertir un A en int. Donc c'est une erreur grave, ça bloque le code. Maintenant, au lieu de rester ici, ça part dans except et ça me fait plutôt i égale à 0 et ça va afficher 0. Donc ça va pas arrêter le code, ça va continuer avec ce qui est dans except et puis ça va continuer le code avec tout ce qui suit après. Donc il peut y avoir autre chose après print i. Donc j'ai eu à parler de ça aussi assez, donc je ne vais pas faire des tests dessus. Closure, you can access variable different outside to a function. Donc une fonction qui est hors de la, enfin, une variable qui est hors de la fonction est accessible aussi à l'intérieur, d'accord. Ensuite, je définis une variable name qui est hors ici, d'accord. Et j'ai décidé plutôt d'afficher ça ici, d'accord. Je fais, il n'y a pas de problème parce que les variables qui sont hors de la fonction sont accessibles sans souci. You must avoid this case as possible. Voilà, le cas d'utiliser les variables qui sont hors de la fonction, vous devez l'utiliser autant que possible. Ça peut créer beaucoup de problèmes après, des erreurs. Ça peut créer des erreurs de logique, d'accord. Donc c'est à éviter. Vous modifiez les variables outside, you have to declare. Ok, you have to declare. J'ai pas mis to global. En fait, quand elle dit ça, c'est pour dire, quand vous voulez peut-être modifier une variable qui est hors. Parce que normalement, si je dis par exemple, si je dis name, je dis que je veux modifier, je mets plutôt Patricia. Ce que ça fait, c'est que ça modifie pas la variable qui est hors, ça fait plutôt, ça crée plutôt une variable Patricia. Ok. La variable qui est dedans là reste le même. Donc la preuve c'est que si j'affiche ici hors de la fonction, j'affiche name, vous allez voir que ça n'a pas modifié, ça reste Alex. Ce qui est dans la fonction, voilà, c'est toujours Alex. Ce qui est dans la fonction reste dans la fonction. Ça c'est une autre variable, ça c'est une autre variable, d'accord. Ça c'est global, c'est local. Maintenant si vous voulez utiliser, si tu veux modifier ou utiliser cette variable qui est hors de la fonction, tu mets global d'abord devant. On va le mettre name comme ça. Donc la syntaxe ici, c'est pour dire que j'utilise la variable plutôt qui est hors de la fonction, d'accord. Et là maintenant la modification sera prise en compte. D'accord. Et il faut faire attention, vous ne pouvez pas faire global name égal directement. D'accord, vous ne pouvez pas faire ça. D'accord. Et je supprime ceci. Si vous voulez faire l'assignation directement, ça va vous dire qu'il y a une erreur. D'accord, une value syntaxe. Donc vous ne pouvez pas faire ça avec global. Donc, le global c'est comme j'ai mis tout à l'heure. Faites juste global, la variable, c'est pour déclarer ça, pour dire que je pointe sur la variable qui est hors pour pouvoir la modifier à l'intérieur de ma fonction. D'accord. C'est aussi souvent à éviter parce que bon, il y a certains cas où ça peut être utile, mais voilà. Tant que c'est possible, il faudrait éviter. Va déclarer outside and inside this function. Voilà, ça dit ici là que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une variable hors et une variable à l'intérieur qui a le même nom, il n'y a pas de problème parce que ça considère ça et ça comme deux variables différentes, d'accord. Puisque la variable qui est dans la fonction, c'est utilisé uniquement dans cette fonction et dès qu'on sort de la fonction, elle n'existe plus, d'accord. C'est maintenant la variable globale qui est hors de la fonction qu'on utilise. Vous pouvez documenter une fonction. Donc documenter c'est donner la description de la fonction. Donc je peux faire ça avec ce qu'on appelle le docstring. Donc on met double quote 3 fois les doubles quotes comme ça et on met la documentation au milieu, d'accord. Donc je peux dire que this function
calcul. Donc ça fait rien, donc je mets juste comme ça, d'accord. Maintenant, on a vu la fonction help tout à l'heure dans le mode interactif, d'accord. Donc je peux dire, donc je peux utiliser cette fonction help là pour voir de quoi il s'agit dans la fonction calcul, d'accord. Donc ça va juste m'afficher seulement ceci. Ok, vous pouvez écrire toute la description de la fonction. Si elle est grosse, si elle contient beaucoup de choses, d'accord. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc si j'exécute, voilà, vous voyez que ça me fait, quand ça fait comme ça sort du mode normal, ça vient au mode, comment on appelle ça, le mode, enfin c'est un autre mode. Quand vous appelez l'aide dans le terminal, ça affiche, enfin bref, ça affiche sur une autre forme. Vous voyez, ça n'affiche même plus le nom d'utilisateur que j'avais, etc. et tout ça, bref. Donc ça dit help on function calculate in module main, parce que je suis dans le code principal main, d'accord, dans mon code principal. Donc quand vous commencez un projet, ça considère déjà ça comme le premier fichier que vous codez, c'est le main. Maintenant ça va appeler les autres modules que vous aurez, les autres fichiers. Donc voilà ma fonction calcul number, d'accord. C'est comme ça que j'ai déclaré, d'accord. Et ça me dit this function calcul 2. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc quand vous voulez faire une documentation, c'est utile pour quand notre programmeur va vouloir utiliser votre fonction, qui sera en fait comme un module. Il va utiliser votre module, votre fonction. Il faut qu'il sache ce que la fonction fait, la description. C'est à ça que ça sert. Qui est différent du commentaire. Le commentaire, c'est juste pour informer sur les lignes de code qui sont à l'intérieur du code, d'accord. Donc maintenant, là, on va parler des modules. Les modules contiennent les fonctions, les constantes, qui résout les problèmes récurrents, voilà, qui reviennent souvent, comme le module mathématique. On a parlé de ça. Vous pouvez créer votre propre module. Alors, on va rapidement créer un module. C'est pour ça que j'ai créé tam.py2 ici, qui a une fonction greeting déjà que j'ai écrit avec ça affiche juste hello world, d'accord. Et on a aussi une constante. Donc on a dit que ça contient des fonctions, ça c'est une fonction, d'accord, on a déclaré une fonction, et des constantes, donc là on a une constante. Maintenant, pour l'utiliser ici, on fait import tam.2. En fait, les modules sont des fichiers .py, sont des fichiers Python. Sauf que maintenant, pardon, quand vous les incluez, vous ne mettez plus .py parce que c'est déjà comme un module, c'est là considéré comme un module, vous mettez juste le nom. Voilà où vous passez de l'extension. Maintenant, si je veux utiliser la fonction greeting, là, je fais d'abord tam2, le nom du module, point, maintenant le nom de la fonction qui est à l'intérieur. C'est ça qu'on a utilisé tout à l'heure pour math.cos et math.sign. D'accord. Donc, comme ça n'a pas de paramètres. Donc, quand j'appelle comme ça va m'afficher un hello. D'accord. Maintenant, j'ai une constante qui est tam2.g. D'accord. Donc dans le module tam.2, c'est ça que j'ai déclaré ici. G égale à 9,19. D'accord. C'est une constante qui est dans mon module. D'accord. Sauf que si j'écris comme ça ne va pas afficher. C'est une constante. Il faut que je fasse un print pour qu'on puisse voir ça à l'écran. D'accord. Donc je quitte là, j'exécute. Voilà, ça me met mon hello world et 9,17. Dans le module, vous créez votre module avec toutes les fonctions que vous voulez dedans, toutes les constantes. Maintenant, vous pouvez les appeler dans votre code principal, d'accord, qui va appeler tous ces modules et puis vous utilisez, d'accord. C'est comme ça que les projets sont montés en Python, par module. Et comme je disais, dans Python, on a vraiment énormément de modules. Il y a les modules qui sont d'abord natifs, c'est-à-dire que ça vient déjà avec Python. Il y a des modules que vous allez installer. Il y a tellement de modules pour les intelligences artificielles, pour les data science, ceux qui manipulent les données, le cloud computing. Donc, pour tous les domaines, il y a les modules qui sont assez fournis et très consistants. D'accord. Il y a les modules de graphes. Pour faire les graphes, il y a beaucoup de modules. Donc, moi, je ne vais pas montrer tous ces modules ici. Puisqu'on n'est pas vraiment en Python, on va juste utiliser Python pour nos tests. Bon, les paramètres, on va parler un peu des paramètres. On dit ici là, grosso modo, les paramètres,
peuvent avoir des valeurs par défaut. Et quand un paramètre a une valeur par défaut, tous les paramètres qui sont après doivent aussi avoir des valeurs par défaut. Sinon, il y a un problème, sinon il y aura une erreur. Et donc, je vais créer une fonction. On va créer une simple fonction calcul. Bon, une fonction qui fait l'exponent. C'est exponential. Bon, je vais mettre exponent. Et ça va calculer l'exposant d'un nombre. Donc, vous donnez le nombre et vous le donnez par la puissance. D'accord. Maintenant, par défaut, la puissance sera 2. D'accord. Si vous ne précisez pas la puissance que vous voulez, ça va faire au carré. D'accord. Donc, ce que ça fait, c'est quoi? La puissance d'un nombre, c'est... On va utiliser une boucle for... c'est for i in range, d'accord? Ça va aller de 0... Non, de 1 à power, d'accord? De 1 à power. Donc, ce qu'on fait, c'est nombre fois égal nombre. Donc, puisqu'on fait ça fois ça fois ça fois ça fois ça fois ça, donc c'est le nombre fois lui-même. C'est ça le système de puissance, le nombre fois lui-même, le nombre de fois de la puissance. Donc comme si on a par exemple 2, donc c'est 1 à 2, donc on aura 1 et 2, ça va faire ça fois ça, donc on aura le nombre, ça sera 2 par exemple, on aura le nombre là 2 fois 2, donc disons 3, on aura 3 fois 3, ça donne 9. Et sachant que 2 est exclu, donc on ne va pas compter 2, donc ça va donner effectivement le résultat de 3 puissance 2 qui est 3 au carré de 9, d'accord. Donc on va tester ça pour voir si ça donne. Déjà je fais le return, je retourne le résultat du nombre comme ça, et j'appelle la fonction donc pour tester. Donc je vais dire avec 3 déjà d'abord, comme ça, et je dis que je veux 3 puissance 3. 3 puissance 3 c'est combien? 27. Donc on aura le résultat de 27. Ah oui, comme je fais un return, il faut que je fasse print, sinon j'ai pas de résultat. Donc vous voyez que quand le return, quand c'est return, vous êtes obligé de faire un print, ou bien si c'est un calcul, bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Quoi, la 81 c'est ok. Donc maintenant si je dis 3 puissance 1, d'accord, ça doit donner 3 toujours, d'accord, parce que 3 puissance 1 c'est 3, donc c'est ok. Donc maintenant ce que je voulais montrer c'est la valeur par défaut. Donc comme on a une valeur par défaut par de 2, et que si j'appelle la fonction sans le deuxième paramètre, par défaut ça va juste mettre 2, d'accord. Donc on aura 3 au carré, voilà, qui est 9, c'est ok. Donc je crois que c'est tout hein, pour ça. Voilà, on a la position des arguments en keyword arguments. Voilà, ça dit ici, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre des arguments lorsque vous attribuez déjà la valeur à ces arguments-là dans l'appel, d'accord. Donc on appelle la fonction à ce niveau. Donc si je veux inverser l'ordre des paramètres, je dois préciser que d'abord peut-être power, je mets 3, d'accord, virgule, je mets maintenant nombre égal, le nombre que je veux c'est 2, donc ça va faire 2 puissance 3, d'accord. Donc vous voyez que j'ai inversé l'ordre. Normalement je dois mettre d'abord nombre et power, mais j'ai inversé. Ce qui me permet d'inverser c'est cette attribution que je fais directement dans l'appel de la fonction, d'accord. Voilà, donc vous voyez ça me donne effectivement c'est 2 puissance 3, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8, c'est censé me donner 8. Vas-y qu'il y a un souci, donc quoi ça donne 16, 2 fois 2, 4 fois 2, 16. C'est un peu de supprimer. Ah, ça a mis, pourquoi ça donne avec ceci? Enfin, bref. Donc au carré c'est combien? Disons 2.
Ouais, c'est 4, non? Pourquoi ça va l'avoir donné? Puissance 3. C'est 16. Ah ouais, je vois où est le problème. L'algorithme ici n'est pas correct parce que je fais le résultat précédent fois. Ah oui, c'est vrai. Donc ce que je dois faire, c'est plutôt fois égal fois vu que c'est le nombre fois le nombre, donc c'est fois égal puisqu'on fait 2 fois 2, d'accord, on stocke. Après on fait encore fois le nombre, d'accord, et puis on stocke voilà, number enfin bref, il faut encore réfléchir à ça. Mais vous avez vu quand même le principe. Il y a un problème avec l'algorithme, mais le but c'est le principe, d'accord. Le principe c'est que vous pouvez, quand vous appelez la fonction, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, l'ordre des paramètres, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, tant que vous donnez la valeur comme ça, d'accord, tant que vous mettez la valeur directement dans l'appel. Et vous devez le faire pour tous les paramètres. Dès que vous donnez pour un comme ça, vous devez le faire pour tout, d'accord. Sinon il y aura un problème. Bon, maintenant pour la récursion, encore un petit comme on avait dit, ça s'arrêtait à 1000 environ, d'accord. Et le nombre de récursions maximale c'est 1000. Si vous voulez ajouter, vous utilisez la fonction set recursion limit du module 6. Donc vous allez importer le module 6, d'accord. Vous allez importer import 6, d'accord. Ensuite vous faites 6.7, c'est 7 recursion limit, d'accord. 7 recursion limit, et vous mettez la limite que vous voulez. Ça peut être moins de 1000, ça peut être 300, d'accord. Voilà, vous pouvez même retirer carrément la limite. Je sais plus comment on fait, je crois qu'on met non, je sais plus, mais il y a une possibilité de retirer même la limite, mais c'est dangereux de faire ça. En tout cas, tout dépend de vous, ce que vous voulez faire. Et on va s'arrêter là. Donc après là c'est Git, donc il y aura une autre formation sur Git. Donc la vidéo a été assez longue, j'espère que voilà, j'ai pas dépassé mon quota de 1h45, parce que j'estime que un individu peut se concentrer sur une chose dans un max de 1h45, d'accord. Après il y a un repos, d'accord, avant de prendre autre chose. Donc le temps de concentration sur une chose, j'estime c'est vraiment 1h45, d'accord, en général pour tout le monde. Donc je fais l'effort souvent, je me permets de faire des vidéos longues de plus de 1 heure, mais pas plus de 1h45. Ok, ça sera tout pour cette vidéo, et dans la prochaine vidéo on va entamer vraiment avec ce qui s'agit dans cette playlist, qui est les structures de données. Et simplement se revoir. Veuillez vous porter bien, les Nakama. Je te graille comme un samoussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts. Loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups.